Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 29 janvier 2022 pour le 265e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui sera principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque, comme on peut le constater, les préparatifs de l'Ukraine pour ce qui ressemble quand même de plus en plus à une future offensive contre le Donbass se multiplient. Je vais parler aussi un petit peu diplomatie en vous faisant un petit point sur les résultats de la réunion des conseillers politiques du format Normandie, et je vais vous parler de l'évolution de la situation en Ukraine, économique principalement, puisque toute l'hystérie occidentale autour de la future invasion du pays par la Russie a fait plonger l'économie déjà vacillante de l'Ukraine. On passe à la situation militaire. Et sur le plan militaire, du 22 au 28 janvier 2022, il y a eu 18 violations du cessez-le-feu par l'armée ukrainienne en République populaire de Donetsk, durant lesquelles elle a tiré 99 munitions, dont 9 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc on a une hausse du nombre de violations, hausse du nombre de munitions, baisse du nombre d'obus de mortier de 120 et 82 mm, mais par contre ils se sont rattrapés là durant les dernières 24 heures, puisque hier ils ont tiré sur le village de Yasnoye où ils ont endommagé 2 appartements. Ce matin même, un sniper ukrainien a blessé un civil à Alexandrovka, alors que ce pauvre civil est en train de pelleter la neige devant chez lui pour aller à l'enterrement de son fils. Donc le pauvre monsieur, non seulement il a pas pu se rendre à l'enterrement, mais en plus il est sur la table d'opération. Bon, d'après les médecins de l'hôpital où il a été emmené, son état est modérément grave, il a reçu la balle dans la cuisse, et semble-t-il ils vont pouvoir le sauver. Il semble que ce sniper, certainement le même, a essayé de tuer ou de blesser le voisin de ce civil hier, donc il a fait une première tentative hier, il a échoué, il a loupé sa cible, et donc il a réessayé aujourd'hui. Alors, déjà, tirer sur un civil, si tu veux, non. Alors en plus 2 fois de suite, vous voyez que c'est pas des soldats quand même, les mecs. Il y a pas de confusion possible. Donc comment ça se passe dans votre tête en fait? Vous êtes des psychopathes finis, en fait. C'est ça l'histoire. Non, parce que là c'est pas possible quoi. Venez pas me raconter que vous avez abattu un envahisseur russe ou je sais pas quelle connerie là, quand même. Je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans la glace le matin, je sais pas, faudra que vous m'expliquiez un jour, quand même. Et aujourd'hui même aussi, d'ailleurs, un transformateur a été endommagé à Yelenovka suite à des tirs d'obus de mortier de 60 mm. Vous vous souvenez, le 60 mm format OTAN, standard OTAN, voilà. Donc quand la propagande ukrainienne vous raconte qu'on se tire dessus nous-mêmes, avec des munitions de l'OTAN, je sais pas comment on pourrait faire. Parce que nous, on est resté sur le standard soviétique. Le 60 mm, ça fait pas partie du tout des armes qu'on a. Donc, voilà. Donc là, vous avez la preuve que c'est bien l'armée ukrainienne qui tire, et pas nous qui nous tirons dessus. Voilà. On va parler aussi, déploiement d'armes lourdes, puisque on parle de tout ce qui est violation des accords de Minsk. Cette semaine, les services de renseignement de l'RPD ont détecté le déploiement de 11 pièces d'armement interdits côté ukrainien, à savoir dans le détail 3 systèmes de défense antiaérien Zhushka, 6 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, un véhicule de transport de troupes amphibie type MTLB, un véhicule de transport de troupes amphibie type MTLB-M doté d'une tourelle de Zhushka. Donc en fait c'est un véhicule de transport de troupes avec ce système anti-aérien intégré. On a un véhicule blindé et un système de brouillage Bukovel. Bon, pour cacher tout ça, bien entendu, ils ont continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE. Je n'ai pas de carte cette semaine, je m'en excuse. Mais bon, vous vous doutez qu'ils essayent de se faire le plus discret possible, puisque, comme je vous le disais, je vais vous parler principalement des préparatifs côté ukrainien qui se poursuivent, pendant que plusieurs pays occidentaux finalement évacuent leurs familles, après les charmants démentis qui ont fait passer tous les médias occidentaux pour une bande de tarés. Non, mais c'est bien quand même, c'est parce que bon, vous vous souvenez, je vous ai dit la semaine dernière, les médias occidentaux avaient dit qu'ils allaient commencer à évacuer les familles des diplomates et permettre à
certains membres du personnel de pouvoir déjà partir. Il y avait eu un superbe démenti des autorités officielles. Et le lundi matin, qu'est-ce qu'on apprend? Ah bah oui, les familles des diplomates, oui, ce serait bien que vous commenciez à évacuer. Et puis certains membres du personnel qui sont éligibles peuvent aussi partir. Et puis bon, on recommande quand même que nos concitoyens qui sont actuellement en Ukraine, ce serait bien qu'ils rentrent à la maison par des vols commerciaux, quoi. Voilà. Bravo, là c'est quand même génial. Donc je m'excuse auprès de mes collègues des médias occidentaux qui avaient raison sur ce coup, hein, parce que je les ai un petit peu maltraités, hein. Mais non, ils avaient raison. Voilà, donc c'est du grand n'importe de son côté occidental. Bon, alors en plus, donc là, on a les États-Unis, on a la Grande-Bretagne, on a le Japon, le Canada, l'Australie, qui ont lancé donc l'évacuation de certaines personnes. Bon, ce qui est assez délirant, parce que, enfin, même si on prend l'optique, le point de vue de leur propagande complètement délirante d'une invasion russe de l'Ukraine, si tu veux, l'armée russe actuelle, c'est pas l'armée alliée en 45, si tu veux. Vous imaginez ça comment, Kiev sous tapis de bombes, façon Dresde en 1945 ? Non, je rappelle quand même qu'en 2008, quand il y a eu la guerre d'Ossétie du Sud, l'armée russe a pas rasé Tbilissi, la capitale géorgienne, sous un tapis de bombes, hein. Ils ont pas touché à la capitale géorgienne, donc je sais pas, enfin, d'où ça sort ce truc de faire évacuer tout le monde comme ça en mode hystérique. On va en reparler d'ailleurs des conséquences de ça. Et donc pendant qu'ils sont en train d'évacuer leur personnel, etc., bien les services d'enseignement de l'RPD et de la RPL, donc la République populaire de Lougansk, continuent de détecter des préparatifs côté ukrainien. Bon, d'après ce qu'on en sait, l'état-major ukrainien, sous supervision de conseillers américains, est en train de mettre, on va dire, les derniers détails de leur plan d'offensive dans le Donbass. Le moment du début de l'agression contre les républiques populaires sera déterminé une fois que les groupes offensifs seront constitués et que le plan d'opération sera approuvé par le Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine. Et pendant qu'ils sont en train de finaliser le plan d'attaque, eh bien le regroupement des unités de l'armée ukrainienne dans le Donbass se poursuit. Donc là ils sont en train d'organiser le transfert vers le Donbass de 3 brigades supplémentaires, la 72e brigade mécanisée, la 10e brigade d'assaut de montagne et la 80e brigade d'assaut aéroportée, qui sont considérées comme étant les plus aptes au combat dans l'armée ukrainienne et celles capables de mener des actions offensives. Elles ont été remplies en termes de personnel à 100%, elles ont reçu des nouvelles armes, de nouveaux équipements, des munitions, passé un certain nombre d'exercices et d'entraînements pour être préparés au combat. Entre autres, la 80e brigade d'assaut aéroportée a eu un charmant petit entraînement avec des instructeurs du Royaume-Uni, dans le cadre de la fameuse mission de formation orbitale, hein, voilà, à quoi ils forment les mecs. De ce qu'on pense en tout cas, c'est que ces parachutistes seraient très certainement déployés au sein de groupes d'assaut pour nettoyer des grandes villes comme Gorlovka ou Donetsk, parce qu'ils ont suivi donc un entraînement plutôt zone urbaine, quoi. Donc ça indiquerait plutôt ça. Le regroupement de ces brigades est confirmé par le fait que la direction des chemins de fer ukrainiens a reçu des instructions du ministère de la Défense pour livrer des trains avec des plateformes, donc ça c'est pour pouvoir mettre l'armement, et des wagons aux stations de chargement de Bielaya-Tserkov, Kolomia et Lvov du 3 au 10 février. Donc vous voyez, on tombe en plein pendant les JO, quoi. Donc vous voyez, hein, ça colle quand même, hein. Donc ce serait pour transporter ces 3 brigades-là, et leur donc armement et personnel, puisqu'elles sont déployées à ces endroits-là pour l'instant, et donc le but ce serait de les amener dans le Donbass par le rail. C'est aussi par le rail qu'arrive dans le Donbass sous contrôle ukrainien du carburant, du lubrifiant, des munitions, hein, donc les trains sont déchargés en gare de Krasnoarmeysk, Druchkovka et Zachakovka, et pour empêcher les patrouilles de l'OSCE et les résidents locaux de découvrir ce fait, eh bien les commandants ont reçu l'ordre de décharger et de transporter tout ça de nuit par les petites routes de campagne, hein. Et ils ont reçu aussi l'ordre de préparer à une distance de 15 à 20 km de la ligne de front des installations de stockage sur le terrain pour recevoir des munitions. Donc ça aussi, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce qu'ils sont en train de préparer.
En matière de tout ce qui est chars d'assaut blindés, on a les unités de la première brigade de chars d'assaut, les bataillons de chars des 53e et 54e brigades mécanisées et la 58e brigade d'infanterie mécanisée qui ont suspendu les congés de tout le personnel. Les commandants ont reçu l'ordre de rester dans les points de déploiement temporaire. Les conducteurs et les artilleurs sont sortis des hôpitaux plus tôt que prévu. En gros, on les a envoyés continuer de se soigner dans leurs unités. Il y a eu aussi des commissions qui sont venues pour vérifier la préparation, l'installation des éléments de protection dynamique sur les chars, réapprovisionner les munitions et le carburant. La présence d'ailleurs de ces équipages de chars d'assaut et d'artillerie qui préparent l'armement et l'équipement militaire pour le combat a été enregistrée à des endroits interdits par les accords de Minsk, entre autres dans les districts de Volnovacha, Androyevka et Dobropolye. Je vous montre la carte. On a eu aussi des soldats venant de 3 différents régiments de forces spéciales des forces armées ukrainiennes qui eux aussi ont été formés par des instructeurs du Royaume-Uni, oui la perfide Albion toujours, pour mener des provocations dans la région d'Avdiivka. Le déploiement de lance-roquettes aussi de déminage automoteur UR-77, je vous montre des photos de ces engins. Ils ont été déployés sur la ligne de contact. Ainsi que la version, on va dire, portative, le UR-83P. Donc ces systèmes du génie sont conçus pour créer rapidement des passages de 6 à 14 mètres de large à travers des champs de mines. Donc bon, j'ai pas besoin non plus de vous faire un dessin sur à quoi ça va servir. La reconstitution d'unités mécanisées au cœur du territoire ukrainien et leur déploiement pour renforcer les unités qui sont déjà dans le Donbass a aussi été enregistré. Entre autres le redéploiement des unités de la 28e brigade qui est actuellement à Odessa. Donc là ils ont commencé à les redéployer ici sous couvert d'exercices tactiques et d'entraînements spéciaux. Donc fin 2021 cette brigade était en très mauvais état, ils avaient à peine 35% des effectifs, ils étaient pas prêts et donc là ils les ont renforcés à fond, ils sont désormais à 100% d'effectifs et ils sont tous passés par les centres d'entraînement, donc eux ils sont prêts quoi. D'ailleurs je vous avais parlé de ces lance-roquettes anti-chars Henlo que la Grande-Bretagne a livré en très grande quantité à l'Ukraine. Et bien on a eu confirmation par l'agence de presse du ministère ukrainien de la Défense, donc on peut pas dire que c'est de la propagande pro-russe, qui a annoncé qu'effectivement des instructeurs britanniques entraînent les soldats ukrainiens au maniement de ces lance-roquettes anti-chars. Donc voilà, on a confirmation de ce qu'on avait annoncé. C'est toujours et encore les instructeurs britanniques d'ailleurs qui ont formé les 5 groupes de sabotage reconnaissance ukrainiens qui viennent d'arriver en région de Lysychansk. Donc là c'est face à la République populaire de Lugansk. Là aussi ces groupes ont pour but de mener des actes de sabotage sur des infrastructures civiles vitales, dont la station d'épuration ouest qui fournit une partie de l'eau potable de la République. Et ce déploiement des soldats ukrainiens se fait parfois aux dépens de la population civile, comme dans le village de Lopaskino, où les soldats de la 79e brigade des forces armées ukrainiennes ont purement et simplement expulsé les habitants de la rue Karl Marx de leur maison pour y installer le personnel de leur 3e bataillon. C'est magnifique, du beau, le respect des droits de l'homme, la Convention de Genève, tout ça. Côté RPL d'ailleurs, ils ont aussi détecté une très forte augmentation des communications radio sur les fréquences ukrainiennes. Les hôpitaux militaires de campagne sont en train de renvoyer tous ceux qui peuvent être renvoyés, soit dans leurs unités, soit les se faire traiter en ambulatoire, dans les cliniques, on va dire, habituelles. Toutes les patients qui peuvent être renvoyés pour faire de la place. Le personnel médical a été formé au déploiement et au fonctionnement des points de réception et de triage des blessés. Ils ont été chargés de préparer des lieux de stockage pour les dons de sang et aussi être prêts à déployer des lits supplémentaires. On a aussi 2 fours crématoires mobiles qui ont été repérés à Kramatorsk. Donc ça veut dire qu'ils s'attendent à des pertes très lourdes. Parce que ces petits machins-là, la dernière fois, si tu veux, qu'ils ont fonctionné, ça a été à Debaltsevo. Voilà, quand il y a eu plusieurs milliers de soldats ukrainiens et des mercenaires étrangers qui se sont retrouvés encerclés. Et là, les crématoriums, les fours crématoires mobiles, ils ont bien tourné, quoi.
Donc là, le fait qu'ils en aient amené à Kramatorsk, c'est aussi un signe qu'ils s'attendent à des pertes assez lourdes. Hein. Autre information qu'on a, donc côté ukrainien, les administrations militaro-civiles des régions de Donetsk et de Lugansk ont reçu l'ordre de mettre à jour des plans d'évacuation des personnes qui vivent près de la ligne de front et de vérifier les véhicules et les installations destinées à les transporter et les héberger. Il y a aussi côté plutôt vers Kiev, vers l'arrière, on voit clairement création et entraînement intensif d'unités de défense territoriale. Donc ça aussi, ils sont en train de créer plein de nouvelles unités de ce que je pourrais appeler le Volkssturm à l'ukrainienne, hein, mais bon, on va en reparler justement par après de ce truc-là. Il n'y a pas que dans le Donbass, d'ailleurs, que l'armée ukrainienne accumule des troupes et de l'équipement, près de la Crimée aussi, donc ça fait craindre un petit peu peut-être une provocation vers la péninsule. Autre truc qui indique qu'il y a une anguille sous roche, c'est les organisations néo-nazis, hein, qui sont en train de recruter activement, entre autres, parmi les citoyens ukrainiens qui ont déjà combattu dans le Donbass, pour servir d'instructeurs en fait pour les autres. Entre autres à Soumy, chose intéressante, l'organisation néo-nazie Corpus National a créé un camp d'entraînement dirigé donc par des néo-nazis qui ont déjà combattu dans le Donbass en 2014, mais aussi des instructeurs issus de sociétés militaires privées américaines, entre autres Forward Survey Group et Academy. Academy, alors pour ceux qui savent pas, c'est anciennement Blackwater. Voilà, c'est société de mercenaires américaine assez connue, voilà, donc ils sont en train de former les néo-nazis, hein, semble-t-il, pour les envoyer jouer la chair à canon dans le Donbass, voilà. On voit clairement aussi que les néo-nazis sont en train d'organiser collecte de fonds pour obtenir du matériel pour leurs recrues, des uniformes, équipements de protection, des armes, des kits médicaux, etc., etc. L'Ukraine fait face quand même pour un certain nombre de munitions à une pénurie, hein, oui, après, tout ce qui a été volé, ce qui a explosé, tout ce qui a été revendu sous le manteau, etc., et tout ce qui a été déjà tiré sur le Donbass, il commence à être un petit peu à sec sur certaines munitions, puisque, comme je le rappelle, ils n'ont plus d'usine de munitions pour l'instant en Ukraine. Donc là, ils sont en train de négocier avec les différents pays de l'OTAN qui ont encore des vieux stocks qui datent de l'époque soviétique, entre autres la République tchèque, qui, semble-t-il, va fournir à l'Ukraine des obus d'artillerie de 152 mm, donc c'est bien, vous vous rendez co-responsable, co-coupable, c'est quand même magnifique de ce qui va se passer. Enfin, moi, je comprends pas comment les autorités de ces pays-là arrivent eux aussi à se regarder dans la glace le matin, enfin bref. Donc face à cette situation, l'Union des volontaires du Donbass, qui est donc en Russie, a commencé à former des unités de volontaires russes. Ils sont en train de les former, de les entraîner pour prendre part à la défense de la RPD et de la RPL en cas d'attaque. Donc ça a été dit tout à fait officiellement sur leur site, sur leur page The Contact. Et donc c'est tout à fait officiel. Donc clairement, s'il y a une attaque contre nous, il y aura des volontaires russes qui reviendront comme en 2014. Voilà. Et puis je vous avais dit la semaine dernière qu'en RPD on s'attendait à des actes de sabotage venant de troupes ukrainiennes spécialement entraînées pour ça. Et donc les services de renseignement de la RPD ont bien sûr porté une attention particulière aux localités de la ligne de front. Et ça a porté ses fruits puisque le MGB a découvert une cache d'explosifs et de grenades près de Dokuchaïevsk. Ils avaient reçu donc des informations sur des préparatifs des services secrets ukrainiens donc pour des actions de sabotage. Et donc ils ont mené un petit peu l'enquête par là-bas, ils ont découvert une cache aménagée dans une maison abandonnée qui contenait quand même 1,6 kg de TNT, 20 grenades à main et 15 cartouches pour lance-grenades. Les munitions avaient été préparées par des agents des services de sécurité ukrainiens pour mener des actes de sabotage et de terrorisme sur le territoire de la République. Ces plans ont pu être déjoués grâce à l'attention et à l'aide active des citoyens de la République. Là, ils sont en train de démanteler tout le réseau de sabotage ennemi. Donc bravo aux citoyens qui ont signalé
des allées et venues bizarres, des choses étranges. Donc les autorités ont appelé vraiment les citoyens de la République à être extrêmement attentifs à ce qui se passe, principalement près de la ligne de front, les localités qui sont proches de la ligne de contact, en leur disant de signaler toute chose inhabituelle, bizarre, étrange, mouvement autour de maisons qui sont normalement abandonnées. Et bon bah là on voit ça porte ses fruits, hein, donc quand les gens sont impliqués, ça fonctionne. Et on va parler maintenant diplomatie. On va parler diplomatie avec la rencontre des conseillers du format Normandie qui n'a abouti à rien. Sérieusement, non, je veux dire, au bout de presque 8h30 de réunion, 8h30, là on a presque atteint le record de la première rencontre au format Normandie qui a accouché des premiers accords de Minsk, si vous voulez. Et quand je dis qu'on aboutit à rien, c'est parce que la seule chose sur laquelle ils ont réussi à se mettre d'accord, c'est il faut appliquer pleinement le cessez-le-feu. C'est tout. Point. À la ligne. Je rigole pas. C'est le seul truc sur lequel ils ont réussi à se foutre d'accord. Et quand vous voyez comment le cessez-le-feu est respecté, hein, avec les destructions, et puis là, ce pauvre civil qui a été blessé à Alexandrovka, par un sniper ukrainien, si tu veux, j'ai envie presque de dire mort de rire, quoi. Non, c'est sérieusement, enfin, je veux dire, ça servit à rien du tout. Ils ont prévu de faire une prochaine réunion dans 15 jours en Allemagne pour essayer de trouver une solution aux divergences de vision sur les accords de Minsk pour fournir aux délégations du groupe de contact trilatéral des instructions claires pour essayer de résoudre le problème. Parce que là, en fait, ils ont passé 8h30 à lister tout ce sur quoi on n'est pas d'accord entre l'Ukraine d'un côté, les RPD et les RPL de l'autre, en matière de comment on lit et comment on interprète les accords de Minsk. Mais il n'y a rien à lire et à interpréter. Tout est écrit noir sur blanc. Je veux dire, c'est encore une fois pour essayer de dire, voilà, on a porté la diplomatie jusqu'au bout, on a fait le maximum, on pouvait pas faire plus, mais ça rime à rien. Je veux dire, le problème majeur, il est que l'Ukraine refuse de discuter directement avec les RPD et les RPL, et fait semblant que leurs propositions, entre autres en matière de feuilles de route ou autre, n'existent pas. Donc vous pouvez vous réunir autant que vous voulez, vous n'arriverez à rien tant que ce point de blocage-là persiste. Et comme on l'a vu dans les documents que la Russie a publiés, les fameux câbles diplomatiques qu'elle avait publiés fin décembre, Paris et Berlin considèrent qu'il est inacceptable d'exiger de l'Ukraine de devoir négocier directement avec les RPD et les RPL. Sauf que c'est la base des accords de Minsk, donc ça ne peut pas marcher. Voilà. Tant que vous forcerez pas Berlin et Paris à faire pression sur Kiev pour qu'ils appliquent ce qui est écrit noir sur blanc dans ces accords, on n'y arrivera pas. Point. Fin de l'histoire. Et on va parler de la situation en Russie. On va parler de la situation en Russie, situation politique, puisque après consultation avec les différents chefs de parti, eh bien le comité sur la CUI de la Douma discutera début février de la proposition de reconnaissance de la RPD et de la RPL qui a été soumise par les députés communistes. Une fois que ça sera fait, ça sera envoyé au conseil de la Douma. Là, il y a des experts juridiques qui aident le comité à élaborer la meilleure proposition possible pour qu'il n'y ait pas de problème, parce que forcément une telle reconnaissance ça va à l'encontre des accords de Minsk, donc là effectivement ça on voit qu'il y a quand même un durcissement du ton côté russe, parce que ces histoires de reconnaître les RPD et les RPL, c'est pas la première fois qu'il y a des gens, y compris des politiciens, qui le proposent, mais jusque là c'était resté au stade de la déclaration d'opinion personnelle. Là, le fait que ça commence à être étudié par la Douma, ça veut vraiment dire que là, la Russie en a marre. D'ailleurs, ils ont reçu enfin la réponse écrite des États-Unis. On n'a pas le détail, puisqu'ils ont exigé que ça reste secret. La seule chose qu'on sait, c'est que en fait, comme on le soupçonnait, ils disent non à toutes les demandes principales, entre autres la non-extension de l'OTAN, entre autres principalement concernant l'Ukraine et la Géorgie, mais ils sont prêts à discuter des trucs mineurs comme les histoires de missiles, etc. Sauf que, donc ils ont dit que la Russie devait revoir sa position, et donc Lavrov a dit mais non, en fait, on va pas revoir notre position. Pourquoi est-ce que nous, on devrait revoir notre position et pas vous ? Donc, c'est ce que je vous avais dit, en fait, c'est
demandes de garantie de sécurité n'étaient pas une base de négociation, c'est des exigences, ce sont des lignes rouges. Et ça, les Américains n'ont pas du tout compris. Donc, c'est dommage pour eux, puis c'est surtout dommage pour les Européens et pour les Ukrainiens. Parce que c'est vous qui allez payer, hein, je vous le dis, c'est net. Donc, faut s'attendre... on peut s'attendre à n'importe quoi. Puisque la diplomatie a totalement échoué, et je veux dire, il faut quand même dire les choses ouvertement. Donc voilà. Et on va parler de la situation économique en Ukraine. Situation économique en Ukraine où l'hystérie déclenchée par les Occidentaux autour de la future invasion du pays par la Russie a foutu un beau bordel. On en est venu au point que les autorités ukrainiennes disent en gros aux Occidentaux de mettre un peu la pédale douce, beaucoup de frein sur l'hystérie collective, en leur disant que l'invasion russe de l'Ukraine c'est pas pour demain. Quand tu vois que d'habitude c'est eux les premiers qui sont en mode hystérique à ce sujet-là, ça fait un peu bizarre. Surtout quand tu vois tous les préparatifs que je vous ai listés, qui montrent clairement que Kiev se prépare pas à faire la paix. En plus, on a eu une réunion extraordinaire cette semaine du fameux Conseil de sécurité nationale et de défense ukrainien. Et à la sortie de ce truc, on a eu le ministre de la Défense, donc Reznikov, et le Premier ministre, Shmyhal, qui nous ont dit « Tout va bien, madame la marquise, faut pas paniquer, etc., etc. » Pourquoi ce genre de discours après une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité nationale et de défense? Si tu veux, ça fait un peu, dissonance cognitive, ça colle pas. Et en fait, Shmyhal a lâché le morceau dans un lapsus révélateur absolument magnifique où il a expliqué que, en gros, l'hystérie ambiante, c'était pas bon pour l'économie du pays. Et oui, parce que quand tu vois les familles des diplomates occidentaux qui se barrent, ça a fait paniquer un certain nombre de personnes. Donc, alors qu'il n'y a encore aucune action militaire qui a commencé, la hryvnia a chuté. Les investisseurs ont fui le pays. Résultat, la valeur boursière des grandes compagnies ukrainiennes a chuté avec. Les étrangers revendent leurs biens immobiliers et leurs obligations d'État libellées en hryvnia avant de convertir l'argent et de l'expédier à l'étranger. Ce qui fait que la Banque nationale d'Ukraine s'est retrouvée avec plus de 6 milliards de hryvnia d'obligations d'État qui ont été revendues par des investisseurs étrangers depuis le début du mois de janvier. Ce qui l'a obligé à vendre 752 millions de dollars sur le marché de change, donc de devises étrangères, alors que l'Ukraine a besoin de ces devises étrangères pour payer ce qu'elle doit à ses créanciers, genre FMI, Union Européenne, tout ça. Et donc là, il y a quand même un beau risque d'effondrement de la hryvnia, surtout que la Banque nationale d'Ukraine a indiqué qu'elle n'imposerait aucune restriction sur les échanges de devises, malgré la situation. Donc forcément à Kiev ils essaient de calmer le jeu, Donc on a eu Shmyhal, on a eu Reznikov, on a eu aussi Zelensky qui nous a fait une déclaration vidéo où il allait encore plus loin dans le lapsus révélateur que Shmyhal, puisqu'il a appelé ses concitoyens à ne pas dévaliser les rayons des magasins et à ne pas retirer l'argent de leur compte en banque. Et ça c'est pas du tout rassurant comme déclaration, parce qu'en fait en Ukraine il y a déjà eu des cas où la Banque nationale a introduit des restrictions en matière entre autres de retrait d'espèces et de retrait anticipé de fonds d'épargne lors des deux crises financières majeures qu'a connu le pays, c'est-à-dire en 2008-2009 et en 2014-2015, et à chaque fois les autorités avaient appelé au calme en disant « tout va bien madame la marquise » juste avant la mise en place de ces restrictions. Donc si tu veux, quand tu les vois en train de faire ça, si tu veux, tu te dis là il y a un gros relent sur le déjà vu, tu vois. Ça pue. Donc là, il y a quelques experts politiques et économiques ukrainiens qui disent qu'il y a de bonnes chances que ces restrictions soient de nouveau mises en place par la Banque nationale d'Ukraine pour endiguer la crise. Mais donc ça veut dire que les gens vont se faire, vont se retrouver bloqués avec impossibilité de sortir l'argent de leur banque, etc. Ça va être la catastrophe. Bref. Et donc, on va passer maintenant à la partie un peu, entre guillemets, humoristique, foutage de gueule, avec le pendant ce temps-là à Kiev. Pendant
pendant ce temps-là, à Kiev, où la presse occidentale essaye de faire croire que des babouchkas ukrainiennes vont se battre contre l'invasion russe, en interviewant une femme qui s'appelle Mariana Jaglo, présentée comme une citoyenne ordinaire de 52 ans, chercheuse en marketing, qui aurait acheté sur ses fonds propres un fusil, un bipied, une lunette de visée, plus du matériel de protection personnelle, donc casque, gilet pare-balles, tout ça, par peur de l'invasion russe. Petit problème, Mariana n'est pas du tout une citoyenne ordinaire. Elle est en réalité membre des forces de défense territoriale de l'Ukraine dont je vous ai parlé précédemment. Oui, ces fameux Volkssturm à l'ukrainienne, qui est intégrée d'ailleurs depuis cette année à l'armée régulière. Ça c'est une nouveauté. Donc tous les volontaires de 18 à 60 ans, quel que soit leur sexe ou leur expérience militaire, peuvent en faire partie. Ils s'entraînent en dehors de leurs heures de travail et ils peuvent être déployés dans des zones en dehors de la zone de conflit, sauf si le président ukrainien leur fixe d'autres missions. Et petit problème, en fait, déjà ça date pas d'hier, parce qu'on l'a vu déjà en mars 2021, la même madame, dans un article de Deutsche Welle, je vous montre. Oui, c'est elle, c'est encore elle, en tenue de combat complète, où elle explique que ça fait 2 ans qu'elle fait partie de cette unité de réserve et qu'elle a été entraînée là-dedans par son coach en fitness venu de Donetsk. Et en avril 2021, elle donnait une interview à Ukrainskaya Pravda où elle est présentée comme étant une enseignante en physique et astronomie et une marketeuse, le tout à la fois, et puis une chercheuse en marketing. Donc d'un article à l'autre, elle change de boulot. D'un article à l'autre, un coup c'est une citoyenne ordinaire, un coup la nana, elle fait déjà partie de la réserve en fait, c'est une réserviste. On apprend d'ailleurs dans d'autres articles, parce qu'elle elle apparaît dans plus d'une dizaine d'articles, on apprend que son mari est militaire, donc c'est pas Madame Michu si tu veux, la faut arrêter. Et la cerise sur le gâteau quand même, c'est quand elle raconte à un correspondant de l'Independent, alors j'ai pas pu accéder à l'article moi-même, j'ai dû me baser sur une citation, puisque c'est payant, où elle sort que Kiev se trouve à proximité de la frontière russe. Alors je vais vous montrer une petite carte. Kiev est à 200 km du point le plus proche de la frontière russe. 200 km. C'est ça à côté, si tu veux... Oui. Non, mais non, là c'est n'importe quoi. Donc bravo encore aux journalistes occidentaux qui nous racontent n'importe quoi, des contes de fées de femmes de femmes de 52 ans ordinaires qui veut aller défendre son pays alors qu'en fait la meuf elle est réserviste depuis plus de 2 ans et que elle s'entraîne régulièrement plusieurs fois par mois pour ça. Ça serait bien d'être honnête une fois de temps en temps, ce serait pas mal. Bon, il n'y a pas que les journalistes qui ont le cerveau complètement déglingué, les hommes politiques aussi à Kiev sont quand même bien atteints, puisque le ministre ukrainien de la Défense, ce cher Alexei Reznikov, oui, monsieur déclaration débile, a sorti que les troupes russes qui sont en train d'arriver en Biélorussie pour des exercices militaires communs ressemblent plus à une troupe d'occupation qu'à une force de frappe, et qu'elles représentent une plus grande menace pour Minsk que pour Kiev. Alors bon, ça fait un moment que je sais que Reznikov est un débile avec un QI et un chiffre, mais là ça se confirme, faudra qu'on m'explique comment des troupes qui sont invitées par les autorités légitimes du pays pourraient être des troupes d'occupation dangereuses pour Minsk, surtout que c'est pas la première fois que la Russie et la Biélorussie font des exercices militaires communs, et qu'il n'y a jamais eu de problème. Je veux dire, les troupes russes repartent systématiquement à la fin des exercices, donc je vois pas où est le souci, en fait. Non, des troupes d'occupation, complètement Reznikov. Alors, ils en sont tellement loin en Ukraine au niveau tentative de calmer l'hystérie collective, qu'ils en viennent à des machins débiles, comme ce post du site Visit Ukraine Today, qui nous sort le Keep Calm and Visit Ukraine, donc restez calme et visitez l'Ukraine. Donc je vous montre le truc où ils expliquent que y a pas de raison de paniquer, puisque le président et le Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine a dit que tout va bien, et ils disent que voilà, il faut populariser l'Ukraine dans le monde comme je cite, un pays attrayant, amical, fantastique, spécial, oui, spécial, ça pour sûr, oui, avec le renouveau du nazisme dans le pays, qui est tout à fait autorisé par les autorités, bon par contre ça plombe un petit peu le côté attrayant du pays, pareil pour la russophobie ambiante, la censure des médias,
etc., etc. Et puis alors après ils font une liste des villes qui sont super, Kiev, Kharkov, Lvov, etc. L'excitante Odessa. Ah ouais, l'excitante Odessa, la ville, je rappelle, où des néo-nazis ukrainiens ont brûlé vifs plusieurs dizaines de personnes dans la maison des syndicats. Néo-nazis ukrainiens qui sont toujours libres comme l'air, qui sont toujours pas inquiétés par la justice ukrainienne. Ouais, c'est sûr que c'est excitant, de passer par Odessa. Non, sérieusement, non mais fermez-la, les mecs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les mecs sont en train de faire tous les préparatifs pour une offensive contre le Donbass et ils se la jouent. Venez nous visiter, vous allez vous éclater, quoi. Non mais. Je sais bien que vous êtes vraiment à la rue niveau économie, mais qu'il vous faut des devises étrangères et donc des touristes. Mais si vous pouvez éviter d'attirer les gens dans un pays qui est en plein effondrement, etc. Non, ça devient ridicule. Là. Non, puis là c'est dangereux, quoi. Je veux dire, si ils nous attaquent et qu'on mène une contre-offensive, il se passe quoi? Enfin, je veux dire. Les gens se retrouvent dans un pays où la guerre a repris à grande échelle et vous faites quoi? Keep calm and stay in Ukraine? Ou alors on va rejouer l'évacuation de Kaboul ou celle de Saigon? Enfin, ça va pas la tête. Enfin, je veux dire... Non, mais là, faut arrêter, là, quand même, 5 minutes. Donc, voilà la situation... Donc moi je suis pas très optimiste pour la suite quand je vois tous les préparatifs qu'il y a côté ukrainien, quand je vois que leur économie est en train de plonger suite à toute l'hystérie occidentale. Je n'exclus pas d'ailleurs que cette hystérie ait eu pour but d'arriver à ça, tu vois, pour mettre Zelensky dos au mur, c'est-à-dire en mode t'as le choix entre l'effondrement économique total ou relancer la guerre dans le Donbass, si tu veux. Voilà, c'est... T'as entre Charybde et Scylla, entre la peste et le choléra, donc on va voir ce qu'il va choisir. Mais pour l'instant, d'un point de vue diplomatique, je ne vois rien de positif. Donc les États-Unis refusent même d'envisager de discuter les points majeurs des demandes de la Russie. Discuter des points secondaires, ça n'a strictement aucun intérêt. Sergei Lavrov a dit clairement que la Russie ne reverrait pas sa position sur ces points majeurs. Donc, là maintenant, le papier qui a été remis par les États-Unis va être étudié par Vladimir Poutine, qui va prendre une décision. Laquelle, je ne sais pas. Voilà. Donc, maintenant, c'est terra incognita. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.